Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis André. Je suis Lynn. Et pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé. Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banh Mi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banh Mi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve un dimanche sur 2 pour un nouvel épisode. Pose-toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de Banh Mi Podcast. Merci à Sébastien Kong et son équipe de me suivre dans mes aventures et de filmer cet épisode avec Vincent, Mohamed et Nicolas. Merci. On est aujourd'hui dans le jardin japonais de l'hôtel Pullman à Bercy et je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe du Pullman. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir André de Rennes. Bonjour. Et chef Lynn Nguyen. Bonjour. Bonjour André, bonjour chef Lynn. Comment allez-vous ? Très bien. Tout va bien. Alors André, tu es auteur et illustrateur. Tu travailles avec la presse comme Libération, le Nouvel Obs, le Fooding depuis 2017. Exact. Ouais. Chef Lynn, tu es sous-chef à l'hôtel La Réserve sur les Champs-Élysées, aux côtés de chef Jérôme Bantel. Oui. Alors, vous êtes tous les deux passionnés de cuisine vietnamienne et vous avez le même désir de transmettre et de partager la large palette de saveurs, de recettes, de culture à travers ce livre qui vous a réunis aujourd'hui, Un orage par jour. Donc c'est ça. C'est le livre qui est sorti donc du coup le 15 septembre 2021. André. Un orage par jour, c'est un roman graphique illustré et raconté par toi, André. Tu as entrepris ce projet lors de ta résidence artistique à Ho Chi Minh en 2019. Chef Lynn, tu l'as rejoint en partageant des recettes à la fin du livre. Oui. En 2019, en pleine saison des pluies, j'ai eu la chance de vivre 2 mois à la Villa Saigon, la résidence artistique de l'Institut français à Ho Chi Minh Ville. Quelques mois avant de partir, j'ai commencé à apprendre le vietnamien. Chaque jour, entre les orages, je parcourais à pied un nouveau quartier de cette mégalopole en pleine mutation, m'arrêtant en chemin pour goûter à la cuisine vietnamienne, si douce et si parfumée, et dessiner sans relâche la ville et mes savoureuses rencontres. Un périple humide et inoubliable. André, est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce projet et pourquoi tu l'as appelé Un orage par jour ? Alors, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce projet. En fait, c'est parti de vraiment plusieurs envies, qui étaient déjà une des grandes envies, c'était l'envie de faire le portrait d'une grande mégalopole d'aujourd'hui. J'ai vraiment cette fascination pour les grandes villes d'aujourd'hui et les villes immenses. Je pense qu'au début du XXe siècle, toutes les grandes mégalopoles étaient en Europe, aux États-Unis, c'était Paris, Berlin, New York. Et aujourd'hui, elles sont en Asie. Et parmi toutes ces villes, peut-être une des plus dynamiques et aujourd'hui d'un pays qui a une croissance extrêmement élevée, il y a Ho Chi Minh Ville. Et ça m'intéressait d'aller voir c'est quoi une ville extrêmement dynamique aujourd'hui, une ville vraiment gigantesque qui fait, ça fait 20 fois Paris, donc on est vraiment sur une autre échelle. Et j'avais vraiment du coup envie d'aller voir et de comme prendre un instantané par le dessin d'une ville comme ça. Et par ailleurs, j'avais vraiment envie depuis plusieurs années de faire quelque chose par rapport à la cuisine parce que c'est quelque chose qui me passionne. Enfin, toutes les cuisines, hein, sur ma table de nuit, j'ai toujours un livre de cuisine sichuanais, iranien, coréen. Et la cuisine vietnamienne, c'est quelque chose que je connaissais finalement assez mal, mais le peu que j'en avais vu me rendait extrêmement curieux et me donnait vraiment envie d'en savoir plus. Je me souviens, il y a quelques années, je regardais des chaînes de cuisine vietnamienne en vietnamien. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je n'avais même pas commencé à apprendre le vietnamien, donc je n'arrivais pas à identifier du tout ce que je voyais. Je voyais des thier ba mao, des choses comme... ou des ban beo, des choses comme ça qui ont vraiment des couleurs bien particulières et extrêmement différentes de ce qu'on trouve en France. Et ça me semblait vraiment étonnant que je connaisse si peu d'une cuisine qui avait l'air si étendue et si riche. Et je pense que ça me donnait extrêmement envie d'aller voir concrètement. Pourquoi cette fascination pour la cuisine ?
Déjà parce que j'aime bien manger, parce que je suis assez curieux et que j'ai envie de... Enfin, j'adore découvrir de nouvelles choses. Je pense, et aussi je vois ça comme un domaine créatif. Enfin, moi mon métier c'est illustrateur, c'est un domaine créatif où j'aime créer de nouvelles choses, des nouvelles, je sais pas, des nouvelles images. Mais pour moi la cuisine c'est vraiment la même chose, on crée des nouvelles saveurs. Mais en même temps ça a une histoire, ça raconte l'histoire d'un pays. Et parfois je lis des livres de cuisine, pas parce que je vais faire les recettes, mais uniquement parce que ça m'intéresse, parce que ça m'apprend quelque chose du pays. Je vois un peu, ça dit beaucoup sur la culture, sur le climat d'un pays. Et d'ailleurs, c'était aussi en partie pour ça que j'ai proposé à Aline de faire des recettes, parce que je pense que c'est une chose de faire les recettes et de les cuisiner, mais en plus de ça, ça apprend à un lecteur, en fait, c'est quoi une cuisine, c'est quoi des gestes de cuisine vietnamienne et des choses comme ça. Et toi, Aline, pourquoi tu as rejoint André dans ce projet ? J'ai rejoint André dans ce projet. Déjà, c'est Nicolas qui m'a proposé de participer dans un livre pour un jeune homme qui est très talentueux. Pourtant, je ne le connais pas. Qui est Nicolas ? Nicolas, en fait, c'est quelqu'un qui travaille à l'édition Kiribus. Et puis, on se croisait dans une soirée de sortie des livres de mon chef à l'époque, en 2020. Et pendant les soirées-là, on a travaillé, etc. Et puis dans le livre, il y a moi dedans, et c'est écrit que je suis vietnamienne, etc. Et tout de suite, Nicolas qui vient me voir pour proposer de travailler, de faire les recettes dans ce livre d'André. À l'époque, je ne connais pas du tout, même jusqu'à aujourd'hui. Et puis, j'ai dit oui tout de suite, parce que première chose, que pour faire une recette vietnamienne, ça toujours m'a passionnée, parce que c'est la cuisine que je connais très bien, mais jamais eu l'occasion de s'exprimer, de faire pour la cuisine vietnamienne. Du coup, j'ai dit oui. Et puis, à partir de là, après quelques mois, je pense que le mois de juin, et Nicolas qui m'a recontacté pour dire que je donne les contacts à André, comme ça tu parles avec André et tu vois avec lui comment vous allez faire pour la recette, etc. Et à partir de là, je connais André et puis on parle beaucoup au téléphone. Et puis je sais, entend parler, on sait qu'il est très passionné, mais quelqu'un qui aime bien beaucoup les détails, parce que ça sent dans la façon dont il parle. Et j'ai dit, ok, déjà, première chose de parler sur la cuisine vietnamienne, et deuxième chose de travailler avec quelqu'un qui ne connaît pas le Vietnam, mais qui est passionné sur la cuisine vietnamienne, parce que c'est très intéressant pour moi. Et j'ai dit, ok, pas de problème, on y va. Et puis, je fais tout pour mettre en valeur la cuisine vietnamienne et surtout les livres d'André. J'avais fait une liste de tous les plats qui sont évoqués dans le livre. Ouais. Et je les avais envoyés à Aline et on s'est appelé, on a un peu discuté de tous ces plats et on a un peu sélectionné qu'est-ce qui semblait intéressant pour un public français. Et en même temps, on voulait vraiment des recettes qui parlent vraiment du Vietnam et pas des choses qu'on a vues 1000 fois en France ou dans des restaurants vietnamiens, ou pas des choses non plus simplifiées. Et qu'importe si c'était un peu dur à trouver les ingrédients, ce qu'on voulait c'était vraiment que ça raconte quelque chose et que ça explique la vraie manière de le faire. Et ça c'était génial. Oui, oui, donc du coup on voulait faire quelque chose que, par exemple, le mer c'est une soupe de riz vietnamien fermenté. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France. Et du coup, on me dit, allez, on y va, parce qu'en fait, c'est très facile à faire. Ouais. Le riz, ça existe partout, et juste d'une façon de préparer différemment. Et ça montre vraiment la cuisine populaire, surtout au Vietnam, que ici, les gens qui ne connaissent pas. Bon, on va revenir là-dessus, sur la soupe de mer. André, pourquoi tu l'as appelé Un orage par jour ? Et alors j'ai mis longtemps à trouver le titre, hein. C'est pas évident, je voulais parler de... J'aurais bien aimé peut-être mettre le nom de la ville, mais c'est un long nom, et Ho Chi Minh Ville, et c'était pas évident. Et en fait, c'est venu assez simplement, parce que en fait, mes journées étaient rythmées par cet orage quotidien qu'il y a vraiment en fait, pendant la saison des pluies. Et il ne se passait pas un jour sans que cet orage tombe sur la ville, et que souvent on est en dessous de l'averse. Et ça donne vraiment une ambiance vraiment unique à la ville. Et par ailleurs, c'est cette ambiance qui a teinté toutes les repas que j'ai mangés, parce qu'on les déguste souvent en extérieur, ou même quand c'est en intérieur, c'est souvent ouvert sur l'extérieur. Et donc on est toujours à proximité de cette humidité, de cette chaleur et de cette lourdeur qui est vraiment unique à la ville. Ouais. Oui, ça caractérise vachement le Vietnam ou l'Asie de manière générale en temps de saison de pluie, où tu as toujours cet orage qui t'arrive à un moment donné dans la journée, qui est court mais intense, ou parfois long aussi, ça peut arriver. Et c'est là que tu mets ton poncho en plastique que tu achètes dans la rue. Bon, ceux qui connaissent un peu Ho Chi Minh savent de quoi on parle.
Alors Banh Mi, c'est le nom du podcast. Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Chef Linh, toi, en quoi tu es rattachée à l'Asie? Déjà, je suis née au Vietnam, je suis vietnamienne déjà, la première chose. Et puis après, malgré de plusieurs années que je suis en France, je me suis toujours attachée parce que j'ai toute ma famille au Vietnam. Tu viens d'où au Vietnam? Je viens de Haiphong. Et puis c'est une ville juste à côté Hanoi, pas très loin, c'est au nord. Et puis la cuisine vietnamienne, même la culture en général, ça m'intéresse tout le temps. Et je découvre toujours de nouvelles choses, même en tant qu'une vietnamienne. Donc du coup, j'adore ça. Et après, c'est pas parce que je suis enfant que j'ai perdu ce côté-là. Au contraire, en fait. Parce que je me rends compte qu'on a beaucoup de chance d'avoir les doubles de culture. Voilà. Et toi, André, en quoi tu es rattaché à l'Asie? Je connais principalement à travers la culture, avec le cinéma. Je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment découvrir l'Asie à la base. Enfin, je suis vraiment un passionné de cinéma, donc c'est vrai que... Avec quel film asiatique le cinéma chinois, par exemple, ces dernières années, ça m'intéresse beaucoup. Des cinéastes comme Jia Zhangke ou comme ça, ou au Japon, il y a 1000 cinéastes, autant contemporains qu'anciens, qui sont super intéressants. Malheureusement, je connais assez peu le cinéma vietnamien, puisqu'il y en a très très peu qui sort en France. Et j'espère que j'aurai l'occasion dans les prochaines années d'en voir plus. Mais oui, et puis coréen aussi, et beaucoup par la cuisine, parce que ça m'intéresse et que, je sais pas, j'aime cuisiner ces cuisines qui sont pourtant toutes très très différentes, évidemment, d'un pays à l'autre, et même au sein d'un même pays. Je m'intéresse pas mal à la cuisine chinoise, c'est vrai que le pays est tellement gigantesque que de toute façon, ça n'a rien à voir d'être dans une région ou une autre. Et finalement, c'est un peu la même chose au Vietnam aussi, il y a des grandes différences. Même dans les régions différentes. Ah ouais. Pourquoi tu as choisi ta résidence artistique à Ho Chi Minh? Comme je disais, j'avais ces envies de me concentrer sur une ville. Par ailleurs, j'avais une grande ville d'aujourd'hui. Par ailleurs, j'avais ce goût pour la cuisine vietnamienne et cette curiosité, cette envie d'en savoir plus. Et c'est vrai que j'ai vu cette occasion passer d'aller en résidence à Ho Chi Minh. Je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de faire un projet qui réunissait ces deux envies, de parler de cuisine et de faire un livre sur une ville. Et après, j'y allais comme un pari. Si ça m'avait pas plu ou pas touché, j'aurais pas fait. Ça aurait pas été du temps perdu. De toute façon, j'ai travaillé là-bas, j'ai dessiné énormément. Mais il se trouve que c'était le contraire. Je suis arrivé et ça m'a tout de suite intéressé. Et je me suis vraiment dit qu'il y avait quelque chose à faire et que j'étais content. Par ailleurs, ça, je l'ai découvert en arrivant, mais la ville, en fait, aujourd'hui est en grand bouleversement. Elle est en train d'être modernisée à toute vitesse. Elle s'est beaucoup étendue ces dernières années, maintenant elle pousse en hauteur. Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a le métro qui est en train d'être construit. Donc tout le centre en fait est en train d'être modernisé. Et ça va forcément apporter des grands changements dans la ville. Et c'est des changements qui auront, à mon avis, forcément un impact sur la cuisine de rue. Parce que, comme ça a été le cas en Asie par le passé, généralement, on a tendance à pousser, à mettre de côté les gens précaires et en premier lieu les vendeurs ambulants. Et je pense que la cuisine, qui est la cuisine de rue, tout le monde m'a dit que c'était l'identité de Ho Chi Minh Ville, je pense sera forcément impactée d'une manière ou d'une autre dans les prochaines années. Et je trouvais que cette ville était aussi super intéressante parce qu'elle mélange en son sein des telles diversités. On a des districts complètement sauvages, Ben Hoi ou Tro Thrim qui est en train d'être pile en face du quartier colonial, là, le quartier district 1 qui est en train d'être construit de toutes pièces, alors que c'est un quartier complètement marécageux. Ils vont faire un espèce de centre financier, j'en parle au début du livre. Et pour moi, c'est vraiment une ville extrêmement intéressante de ce point de vue-là, parce que c'est une ville qui est en train de bouger à toute vitesse et qui est extrêmement diverse. Toi, Linh, tu es partie du Vietnam à 18 ans, c'est ça, après ton bac? Oui. Tu es arrivée en France et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi déjà tu as choisi la France? Pourquoi j'ai choisi déjà la France? Je pense que la France, il y a toujours une culture qui est un peu plus proche avec la culture vietnamienne. Et puis après, moi j'ai appris la langue française depuis j'étais très jeune, mais évidemment je ne parle pas couramment comme maintenant. Et puis aussi, j'ai une partie de ma famille, ils sont en France. Et à partir de là, pourquoi pas la France? Et je suis partie en France parce que j'ai 18 ans, je finis la fac et j'ai envie aller ailleurs que chez moi ou qu'au Vietnam ou dans l'autre ville. Je dis c'est la France. Et puis à l'époque, quand j'étais jeune, à 18 ans, en fait, la France sont en train de faire un programme pour les étudiants vietnamiens. Du coup, c'est très facile
d'accès pour faire les études en France. Aussi, ça a eu une possibilité pour nous. Et puis, j'ai passé l'entretien à l'ambassade. Et première fois, j'ai réussi. Et puis après, j'ai dit, allez, c'est parti pour la France. Qu'est-ce qui t'a marqué en France quand tu es arrivée? C'est l'architecture. C'est vraiment quelque chose que ça m'a frappé tout de suite aux yeux. Et puis, je vois que la France, selon la télé, et je ne vois pas un vrai, mais quand je suis arrivée... Qu'est-ce que tu voyais à la télé, par exemple, depuis le Vietnam? C'est comme tout le monde, la Tour Eiffel, le premier. Et puis après, avec la rue de Parisiens, etc. Mais pas plus que ça, parce que c'est passé par la télé. Mais quand je suis arrivée à Paris, je suis impressionnée par la beauté de Paris. Ça, c'est remarqué même jusqu'à maintenant. J'ai toujours aimé Paris et c'est pour ça que j'ai vécu presque 20 ans à Paris sans bouger. Et maintenant, tu travailles aux Champs-Élysées, dans une des plus belles avenues du monde quand même, faut le dire. Toi, André, qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es arrivé à Ho Chi Minh? Alors bizarrement, c'est le calme. Parce que j'ai... Parce qu'en fait, je m'étais tellement renseigné avant d'y aller parce que j'avais envie de me renseigner. Puis tout le monde décrit la ville comme hyper active et tout. En fait, je suis arrivé à 1h du matin et je pensais que c'était une de ces villes qui ne dort jamais. Et en fait, finalement, les rues sont extrêmement calmes. Très calme. J'étais vraiment étonné. Et je traversais, j'avais pris du coup un taxi pour la première fois pour aller là où je dormais. Et je longeais des rues vides. Et j'étais ah bon, ça alors, c'est si calme. Et puis évidemment, le lendemain, en me réveillant, il y a cette agitation, les scooters partout. Et c'est vraiment c'est excitant. Enfin, j'aime bien cette ambiance. Mais la première chose, c'était le calme et cette chaleur, cette humidité qui, comme dans une serre, quoi. C'est lourd, l'ambiance est lourde et finalement ça reste jusqu'au bout. Ce qui fait qu'à la fin du livre, quand je passe à Pékin, alors que c'est une des villes les plus polluées du monde, j'ai l'impression que l'air est frais et que je respire tout d'un coup. Parce que le temps est plus sec à Pékin. Il faisait beaucoup plus froid aussi. Alors, quelles sont les différences que tu as pu observer avec la France en termes dans ta vie au quotidien et aussi au niveau de la nourriture? Parce que c'est là où tu as commencé en fait à vraiment explorer au niveau de tes papilles toute la cuisine vietnamienne. Bien sûr. C'est pas facile. Quand j'y étais, je me disais que la cuisine française avait un côté extrêmement conservateur parce que finalement, certes, il y a de nouveaux goûts, mais c'est aussi une nouvelle manière de manger. Au Vietnam, on a moins ces horaires extrêmement fixes d'en France. Ou alors, en tout cas, il y a plus de plages d'horaires pour manger. On a des choses comme ça. Et puis, au Vietnam, on mange toute la journée. Toute la journée. Il y a toujours une occasion pour manger. Franchement. Et puis, pareil, en France, on a ce côté, on va manger du salé, ensuite du sucré, et puis jamais on fera l'inverse. Alors que là, je me souviens, j'allais manger dans la rue avec des amis, et puis... on prenait un tiers, ensuite on prenait des hakao ou je sais pas quoi. C'est un dessert. C'est un dessert, Et qu'importe l'ordre, finalement, on mangeait ce qu'on voulait quand on voulait. Et ça, c'était extrêmement différent. Toi, qu'est-ce que tu as observé comme différence, Lynn, entre la cuisine vietnamienne, en tout cas, là, on est sur vos observations un peu opposées, parce que toi, tu viens du Vietnam et tu as découvert la France. Quand André, lui, il était de France et il a découvert le Vietnam. Donc, qu'est-ce qui t'a surprise en termes de cuisine française? C'est ce que ça me plaît de plus dans la cuisine française, c'est une cuisine très ouverte. Par exemple, en tant que des cuisiniers, même les grands chefs, ils sont toujours prêts pour partager leurs recettes. Ça, par exemple, je suis arrivée en France pour faire mes études sur la cuisine. On travaille toujours sur la même recette pour tout le monde, etc. Et on est tout prêt pour dire que oui, je fais comme ça, je fais comme ci, tu peux faire comme ça. Mais au Vietnam, c'est pas le cas. Au Vietnam, c'est beaucoup de conservateurs la recette, de génération en génération. Si tu vas manger un restaurant, si tu veux demander comment ils font, ils te répondent jamais. Mais ça, c'est quelque chose... Pourquoi ? Oui, parce que c'est des secrets. Ah, d'accord. C'est les secrets famille. Si on me dit, peut-être le voisin à côté qui va faire la même chose, en fait, c'est ça la différence. En France, et chaque chef, ils ont toujours leur identité. Mais même si on sait la recette que l'autre qui le font, on ne le refait jamais. Parce que c'est la fierté, c'est la création. Mais au Vietnam, ce n'est pas le même cas. D'accord. Peut-être tu ouvres un restaurant qui était très bon, tu as ta recette de signature, mais si ton voisin qui sait comment tu le fais, demain il va faire exactement la même chose. D'accord. C'est pour ça, au Vietnam, en ce moment, on a beaucoup de recettes, on est en train de perdre les recettes traditionnelles, parce que c'est de génération à génération. Et maintenant,
les jeunes, c'est pas forcément qu'ils voulaient refaire la même chose que leurs parents qui le font. Du coup, il y a beaucoup de recettes, ça perd avec le temps en fait. Et c'est tellement dommage que pour la cuisine vietnamienne, je trouve. Et bon, bah ça, j'ai vu ça depuis des années, mais bon, après, comme je dis, que si même j'ai envie de regarder ça ou de prendre cette recette-là pour donner pour après, mais le problème, c'est qu'il y a personne qui veut dévoiler la recette famille. Et par exemple, la cuisine Hue, la cuisine de Hue, c'est la cuisine royale. On est en train de perdre complètement. Ah ouais. Parce que les gens qui travaillent dans la cuisine, ça ne se transmet pas, ça ne parle pas. Et puis après, les gens qui ont cette recette-là, ils transfèrent juste à leurs enfants. Et leurs enfants qui ne veulent pas forcément développer ça. Qui ne veulent pas forcément se développer dans la cuisine ou quoi que ce soit. Donc du coup, ça se perd. Ça se perd. Maintenant, quand on parle de cuisine royale, on n'a pas. On n'a pas ou on a très peu d'informations. Mais c'est le cas au contraire en France. C'est toujours la cuisine, ancienne cuisine, c'est toujours réservé. Et après, mais j'ai aussi l'impression qu'en France, sur les recettes, c'est toujours très dosé. Au millimètre, etc. Tandis que au Vietnam, c'est souvent, la cuisine de nos mamans, c'est une cuisine qui se dose au palais en fait et à leurs gestes. C'est plus des gestes qu'elles font plutôt que quelque chose de millimétré. Donc c'est peut-être pour ça que ça a du mal aussi à se transmettre. Non, mais peut-être c'est pour ça. Et puis c'est aussi que pour les Vietnamiens, la cuisine, ça reste en famille et ça reste pour les femmes. C'est pas développé comme en France. En France, c'est un métier là. Mais au Vietnam, ça ne considère pas. Quand tu fais la cuisine, je parle de ma génération, quand tu fais la cuisine parce que tu n'avais pas fait tes études. Ah, d'accord. C'est considéré pas comme un métier créatif ou c'est un métier qui développe beaucoup de recherches, mais c'est le cas au contraire en France. En France, c'est doser, c'est transmettre, c'est développer, mais c'est pas comme au Vietnam. Voilà. D'accord. Alors André, tu ne buvais pas de café avant d'arriver au Vietnam et tout d'un coup, quand tu étais au Vietnam, tu buvais un café soda presque tous les jours. C'est parce qu'avec ma prof de vietnamien, j'avais appris à dire café soda. Et du coup, c'était plus simple pour moi de commander ça au début. Du coup, c'était le seul mot que tu avais appris avant d'arriver au Vietnam. Tu je trouvais ça très bon. Mais c'est vrai que je suis plutôt un buveur de thé. D'ailleurs, j'étais absolument ravi au Vietnam parce qu'il y a du thiada partout. Oui, il y a du thiada partout. Et que j'étais d'ailleurs très étonné. Je me souviens, j'avais pris un verre de je sais plus quoi, un jus. On m'apporte un deuxième verre de thé glacé, très grand verre. Génial, j'ai 2 verres de... C'est quoi cette boisson qui se sert en 2 verres? Et puis, j'ai vite compris que quoi que je commande, j'allais avoir un super thé glacé au jasmin ou au lotus avec. Thiada, donc du coup, c'est le thé glacé qui est tout le temps servi en fait à table. Qui fait office d'eau. Qui fait office de carafe d'eau. En fait, c'est du thé. Donc tu le dis, le café que je bois est torréfié devant nous, à même le trottoir. C'est une de tes expériences. Un homme tourne constamment un cylindre en acier au-dessus d'un feu dans lequel il fait lentement torréfier des grains de café vert. La fumée bleue qui s'échappe se mélange à l'air chaud et donne à la rue un parfum de café amer. Le café est fort, c'est sans doute du robusta. Il a un goût boisé et vanillé. C'est tout ce que tu décris et les images, en fait, c'était les dessins, les illustrations, nous projettent vraiment avec toi dans ces rues de Ho Chi Minh et je t'en remercie parce que pendant cette année et demie, presque 2 ans peut-être de confinement et de crise sanitaire, on n'a pas pu voyager en Asie et donc du coup retourner au Vietnam et c'est vraiment un plaisir d'avoir eu ton bouquin entre les mains parce que en fait ça nous fait vraiment voyager et on a l'impression de sentir les odeurs et même de saliver quand on voit les plats et que tu les décris parce que c'est vraiment d'une justesse que j'avais jamais lue auparavant ou peut-être que je ne connais pas les livres qui avaient fait la même chose mais bravo André pour ça. Beaucoup. Chef Linh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le café est si important au Vietnam? Il y a tout le temps des messieurs qui boivent le café sur les petits tabourets, tu as toujours des cafés à chaque coin de rue. Qu'est-ce qui est... Peut-être c'est un pays qui fait beaucoup de produits, de la production de café.
de très très c'est le deuxième longtemps. producteur C'est mondial. c'est le deuxième producteur mondial après les voisines. Et puis le café qui est rentré dans notre vie quotidienne de génération à génération. Et puis après, on a des cafés pour tout et l'âge. Ça veut dire que les générations un peu plus âgées, qui aiment bien du café très amer, très corsé et chaud. Et nous, en tant que les plus jeunes, on boit du café toute la journée parce qu'il fait chaud. Et puis on a des cafés avec du lait concentré. C'est toujours des cafés avec des glaçons. Oui, c'est toujours café avec les glaçons. Il n'y a pas de Vietnamien qui va prendre son petit Nespresso. Ah non, c'est très peu, c'est très peu. Non, parce que si tu prends ça, c'était vraiment, tu vas tomber en pomme après parce que t'as la tête qui tourne, c'est pas possible. C'est très costaud en fait. Donc, du coup, finalement, les cafés comme ça, quand les gens qui boivent des cafés concentrés, c'est vraiment les gens qui ont passé la matinée pour prendre son café et puis qui grignotent vraiment le café. C'est comme un réalisatif en France en fait. Oui. C'est pas nous. Et les jeunes générations, forcément, les cafés avec les glaçons, c'est toute la journée. Dès qu'on a chaud, on prend un café et puis aussi le prix d'un café glacé au Vietnam, c'est vraiment pas cher. Du coup, c'est une boisson pour tout le monde et on boit ça tout le temps. Puis il y a des cafés, Oui, il y a des cafés absolument partout, en fait, tous les 30 mètres. Oui, quasiment. voilà. En tout cas, à Ho Chi Minh. En plus, tu peux trouver ça tellement facile, on pourrait dire. Donc, c'est pratique pour les gens de prendre un café glacé. Il fait chaud, on boit et après, on prend encore un deuxième, un troisième. Et ça s'arrête jamais. Oui, voilà. Surtout, c'est très bon. Puis c'est aussi un point de rencontre aussi de. Les gens sont beaucoup seuls, je trouve, dans les cafés. Ouais. Surtout sur leur portable. Mais, Mais moi, je sais pas, j'ai souvent ce truc-là quand j'allais au Vietnam et que j'entendais Dion café, enfin, tu vois, genre, c'est vraiment un truc. Bon, allez, on y va, on va prendre un café. Je trouve surtout dans les chaînes de café, genre Kong Café ou. Il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent là-bas. J'ai oublié les autres noms, mais. Oui, il y en a. Il y a la Wi-Fi. Il y a beaucoup de chaînes de café qui se sont développées au Vietnam pour les jeunes, avec des cafés un peu avec des goûts modernes, un peu sexy, modernes, d'été, tout ça. Toi, comment tu as vu le Vietnam évoluer, Lynn, vu que tu es partie du Vietnam à 18 ans et tu es revenue pour visiter ta famille, etc. Et André nous en parlait au début, que là, c'est en pleine construction, évolution et développement qui est assez fulgurant. Toi, qu'est-ce que tu observes ? Moi, je trouve à peu près la même chose comme on aurait, mais en tant que Vietnamienne, depuis que je suis partie, mais je reviens quand même assez régulièrement, presque 1 ou 2 fois par an, mais je suis toujours étonnée par la vitesse de développement à la ville ou le pays en général. Et ça fait une vitesse très vite en fait. Et chaque fois quand je suis rentrée, il y a toujours un truc qui est en train de construire. Par exemple, je ne connais plus ma vie natale. Quand j'étais jeune, je trouve qu'il y a quelque chose qui était bien au Vietnam, parce qu'on garde toujours le centre-ville à tel l'état elle était à l'époque. Et après, c'est tellement développé tout autour. Et ça, je trouve que c'était assez bien, mais comme c'est à Hanoi, à Ho Chi Minh, dans le centre-ville, on se trouve toujours les petites rues avec la maison qui était très bas, et puis les gens qui même la même manière de vivre, et après autour c'est toujours des immeubles immenses qui poussent non-stop. Et puis après aussi, quand je dis qu'au Vietnam, même au niveau de la culture, il n'y a pas que la construction, tout c'est développé. Il y a beaucoup les jeunes qui ont une vie presque comme on est ici en fait. Tout ce qu'on a absorbé ici, les jeunes là-bas qui connaissent tout, beaucoup de choses qui parlent. On a l'impression qu'on parle à peu près la même chose maintenant ici. Par exemple ici, d'ici 20 ans au Vietnam, on n'a jamais eu de téléphone portable. Ici maintenant, on a un téléphone iPhone 12 là-bas, ils ont la même chose. Ils sont pas loin du tout en fait. Il y a plus ce retard en fait qui pouvait y avoir avant. Et même parfois, j'ai l'impression que sur certaines choses, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Par rapport avec nous, oui. Que la France sur, je sais pas sur quoi exactement, peut-être sur des applications, sur le fait
moi je sais, je parle pas du Vietnam, je vais parler de la Chine, mais en Chine ils payent avec leur téléphone portable depuis déjà plusieurs années avec des QR codes et tout ça, et c'est en train de se démocratiser petit à petit en France alors que la Chine était en avance. Oui, je pense que le Vietnam c'est aussi un peu dans cette même ligne là, quoi. Oui, oui, je pense que c'est la même chose en fait. C'est très bien développé, et puis on ne parle plus le Vietnam qui est pauvre avant. Je pense que c'est presque fini tout ça. André, tu parles à un moment de ton livre de cette différence entre le nom de la ville Ho Chi Minh et Saigon. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, parce que j'ai trouvé ça assez intéressant d'aborder ce sujet, parce que pour les gens qui connaissent pas peut-être le Vietnam, peut-être qu'ils se disent que c'est deux villes différentes, et en fait non, c'est les mêmes. Alors je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour expliquer ça, mais je peux donner ma version qu'on m'a moi-même expliquée au Vietnam. C'est-à-dire qu'à la base, on a deux villes, c'est Saigon et Cholon. Le grand marché, c'est plus le quartier chinois. C'est des villes très proches en fait. Et à leur arrivée, les Français, en 1858, ils arrivent sur Saigon, ils en font la ville française. À la base, c'est une ville assez marécageuse en fait, et ils s'y implantent et ils colonisent cette ville, et ils en font leur ville, et ils font les infrastructures, ils commencent à construire une ville française en fait, dont on garde encore la structure aujourd'hui. Et les deux villes en fait sont un peu des villes jumelles et grossissent ensemble, et un jour elles fusionnent et elles prennent d'abord le nom de Saigon, Cholon, et ensuite le nom de Saigon. Et en fait en 1975, au moment de la réunification, elle prend le nom de Ho Chi Minh Ville, enfin Tran Pho Ho Chi Minh. Oui, Tran Pho Ho Chi Minh, ouais. Après la guerre de 1975. Mais c'est-à-dire aujourd'hui en fait c'est vrai que beaucoup de personnes parlent encore de Saigon, et ça désigne en fait plutôt de ce qu'on m'a dit, ça désigne plutôt les districts principaux, mais en fait aussi plus la ville comme elle était avant, quoi, un peu la ville rêvée. D'ailleurs l'aéroport s'appelle encore Saigon aéroport. Donc du coup, en fait, Saigon, c'est toujours pour nous, en tant que des Vietnamiens, c'est une ville qui bouge beaucoup, et il y a beaucoup d'activités, même du travail pour les jeunes, et ça donne du rêve pour les gens qui voulaient développer le carrière ou travailler dans quelque chose de moderne. C'est plutôt à Saigon, en fait. Oui. Toi, tu dis Saigon quand tu parles. Oui, moi je dis toujours Saigon. Pour moi, je parle pas Ho Chi Minh Ville. Évidemment, ces deux choses, c'est la même chose. Mais en tant que Vietnamien, quoi que ce soit, on me dit toujours Saigon. On me dit pas. Enfin, on me dit moins Ho Chi Minh Ville. Voilà. Peut-être plus le nom administratif, en tout cas au Vietnam. Oui, voilà, c'est plus administratif. On dit toujours Ho Chi Minh Ville. Mais en langage courant, c'est Saigon. Oui, dans le quotidien, on dit Saigon, quoi. Ok. Il y a une justesse dans cette balade, André, à travers ton roman graphique, dans laquelle on te suit, où tous nos sens sont en éveil, du Chợ Bến Thành, le marché Bến Thành à Cholon, comme tu viens de l'évoquer, qui est le quartier chinois. On mange des banh cua, puis des mì Sung, Hong Kong, c'est ça. Je découvre moi-même des quartiers que je n'ai jamais explorés et des plats que j'aimerais beaucoup manger. Comment est-ce que tu travaillais et comment se passaient tes journées de promenade? Parce que tu es resté 2 mois là-bas, 2 mois, 200 pages, beaucoup d'illustrations. C'était quoi ta méthode de travail? C'était tous les jours la même chose. En gros, j'étais parti avec un peu l'idée impossible de faire toutes les rues de Ho Chi Minh. Et c'est-à-dire que concrètement, tous les jours, j'avais acheté une très grande carte le premier jour dans le quartier touristique. Et tous les jours, j'étais là. Allez, aujourd'hui, je marche là. Et je zigzaguais comme ça en marchant pour essayer de faire toutes les rues d'un endroit. Et il faut dire que je pense que André est la seule personne qui a marché toute la ville de mais du coup, je ne l'ai pas fait, c'est un peu trop grand. Parce que personne ne marche à Saigon. Surtout quand il fait très chaud. Personne ne marche. Soit tu es en vélo, soit tu es en scooter, soit tu es en taxi. Et j'étais étonné, je m'y attendais pas. Mais c'est vrai que personne ne marche. Mais te voir marcher à travers ton bouquin, j'avais chaud pour toi. Ça va, il y avait les averses pour me rafraîchir. Oui, c'est ça. Et donc en gros, tous les jours, j'allais dans un nouvel endroit. Et
Et alors, j'ai commencé par le centre, rassurant, et puis ensuite, je me disais, tiens, je vais aller là et là. Et bon, je pouvais pas aller partout à pied, donc je prenais des Grab, c'est le service de scooter qui est très... Grab, c'est comme le Uber. Voilà, mais qui est absolument partout. Et donc, j'allais à un endroit sans savoir ce que je trouverais. Et c'était toujours un peu, oh là là, où est-ce que je vais arriver? Et ça, là, qu'on s'aperçoit, et c'est ce qui m'intéressait, c'est qu'on parle des grandes villes, on parle des grandes mégalopoles, et c'est un côté un peu effrayant, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et en fait, on s'aperçoit que chaque quartier a une identité et accueillant, et vraiment chaque endroit a sa petite identité et très intéressant, quoi. Et j'ai découvert plein d'endroits qui m'ont beaucoup plu. Je n'ai pas pu parler de tout dans le livre, j'ai forcément fait une sélection, mais donc voilà, je faisais ça, et en gros je passais mes journées à dessiner je m'étais fabriqué une quarantaine de petits carnets de croquis comme ça, j'avais une boîte d'aquarelle et je dessinais, je me posais à des endroits, alors soit dans la rue, mais pareil, c'est une ville où on a du mal à marcher, mais c'est une ville où il n'y a pas d'endroit pour se poser, il y a très peu de bancs et tout. Ouais. J'étais souvent dans un coin, contre un mur, à l'ombre, et je dessinais un peu pour me familiariser avec la ville, parce que je savais que ça allait me resservir pour faire ce livre. Et parce que, oui, pour essayer de capter l'atmosphère. Et puis en fait, quand on se pose à un endroit pour dessiner, c'est aussi comme un poste d'observation, parce qu'on reste à un endroit une demi-heure sans bouger, le temps de faire un dessin, et en fait on voit tout ce qui se passe. On voit les petites scènes, les gens qui sont là, les gens qui sortent de leur maison, les gens qui vendent des choses. Et c'est vraiment extrêmement intéressant pour observer la ville, quoi. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Lynn, quand tu as parcouru le livre d'André ? Déjà, le livre André, ça me plaît beaucoup parce que selon tout ce qu'il a raconté dans ce livre, je trouve que c'est quelqu'un qui aime beaucoup observer tout ce qui était passé, mais en détail, vraiment en petit détail. Ouais. Vraiment en petit détail, parce que la première chose qui m'a frappée sur ce livre, c'est quand il parlait sur le monsieur qui est en train de presser un citron sur une cuillère qui enlève les pépins un par un. C'est vraiment des typiques vietnamiens quand on mange du pheur. Je pense que tout le monde fait ça. Et si tu n'es pas observé, tu ne peux pas avoir cet instinct-là. Et je me trouve plein de choses en commun quand André qui a raconté, par exemple, les sandales des enfants qui sont tombés dans la rue quand il pleut. C'est vraiment typique, ça, je vois. C'est les sandales qui tombent quand on est sur un scooter. Souvent, les sandales tombent. Et quand on est sur la route, on voit des petites sandales par-ci par-là. Et puis quand il pleut à Saigon, forcément, les parents qui ne vont pas arrêter pour attraper les sandales. Ou sinon, les enfants qui ne se rendent même pas du compte. Parce qu'en rentrant à la maison, on dit « Ah, c'est perdu un !» Voilà. Mais c'était vraiment les typiques vietnamiens. Et puis après, l'image, on mange dans la rue et il pleut et l'eau qui coule au milieu, mais tout le monde s'en fout, on continue à manger. Ça devient tellement quotidien pour nous, et je trouve que c'est très très beau. Et puis dans ce livre, il y a plein d'endroits qu'André il a passé. Moi, je me vois dedans. Parce que quand il a parlé à côté des rivières de Saigon, avec l'immeuble en miroir, en fait, je vis dans un de l'immeuble là en miroir. Ah oui, d'accord. Incroyable. Et puis, il me parlait sur les jardins que les gens qui sont en train de faire du sport, c'est ce que j'ai fait à Saigon pendant 4 ans. J'ai vécu là-bas. Tout le matin, je suis descendue exactement à cet endroit-là pour faire du sport. Je me dis, mais c'est pas possible. Le monde, elle est aussi petit. C'est très très beau. Et les plats, pareil, quand il parle sur un plat, il raconte sur les cafés, sur les plats des huîtres. Alors tu parles d'un des plats que tu as mangé dans ton livre, et c'est le meilleur plat que tu aies mangé à Ho Chi Minh. Moi, je ne le connaissais pas. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors c'est forcément un peu arbitraire de dire que c'est le meilleur parce qu'il y en a énormément de succulents. Mais il y a un plat qui effectivement m'a marqué, c'était Can Chua Nieu Tila. C'est en gros une soupe un peu acide avec de la nette, des palourdes de rivière, du mets, enfin le riz fermenté. Et c'était une soupe à la fois très simple et en même temps extrêmement savoureuse, qui était douce, légèrement acide, sucrée, un peu salée aussi avec l'eau des palourdes. Et tout cet ensemble de saveurs m'a vraiment beaucoup plu, et elle avait quelque chose d'extrêmement réconfortant. Et pour moi, elle représente toute la douceur et la douceur et la complexité de la cuisine du Sud-Vietnam, en tout cas celle que j'ai découverte à Ho Chi Minh. Et on a la chance d'ailleurs, chef Lynn, à ce que tu nous offres en fait ta recette à la fin du livre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce plat, parce que moi je ne le connais pas, d'où il vient, quelle est un peu son histoire
En fait, c'est des coquillages qui viennent du rivière et surtout c'est un plat populaire au Vietnam parce qu'il ne coûte vraiment pas très cher. Et puis quand André qui m'a parlé sur ce plat-là, et puis moi je suis un peu hésitée parce qu'en fait au nord et au sud on n'a pas la même recette. D'accord. Et donc, du coup je dois m'adapter selon ce qu'il a mangé André. C'est que j'ai fait un caprice, j'ai dit est-ce qu'on peut donner la recette en mode sud? Voilà. Parce que toi Lynn tu viens du nord. Donc c'est pas la même recette. C'est pas la même chose. Ouais. Donc du coup André qui me dit, parce qu'au début j'ai donné la recette sans du mets. Et après, André qui m'a parlé que il me semblait quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait du riz fermenté. Mais comme j'avais parlé en anglais avec cette personne, j'étais pas sûr de moi. Je me permets de dire à Aline, je crois qu'on m'a dit qu'il y avait du riz fermenté dans la soupe. Effectivement. Et du coup, moi, en tant que je viens du Nord, que je ne sais pas cette version du Sud, je cherchais sur Internet. J'ai dit, ah oui, d'accord, c'est au Sud, ils font comme ça. Effectivement, il y a du mers, c'est un riz fermenté. Ils ont rajouté dedans. Et puis après, j'ai dit, ah oui, c'est intéressant parce que même moi, en tant que Vietnamien, mais on n'est pas très loin, mais on ne cuisine pas de la même manière. Du coup, effectivement, c'est un plat qui est très populaire au Vietnam. Avec le coquillage de rivière, ça coûte pas cher du tout. Et avec quelques feuilles d'aneth dans les repas, dans les plats, et puis quelques tranches de tomates ou les caramboles ou avec le tarama. Tamara, pardon, du tamara. Et au nord, c'est du tamara. Pourquoi c'est dit toujours Tamarin. Tamarin, pardon. Du tamarin, c'est au nord, et au sud, qu'ils ont ajouté du mer. En fait, du mer, c'est une base de la soupe de riz vietnamien fermenté. Et à l'époque, c'est du riz qui reste le jour avant. Et puis, on ne sait pas, pour éviter le jeter, on le fait fermenter. Et puis, pour faire la soupe, qui donne un goût un peu acide, mais très rond en bouche, en fait. Et puis, c'est des plats pour les familles, ils sont pauvres, que les enfants qui jouent à côté de la rivière, qui cherchaient des coquillages en même temps, etc., qui ramènent à la maison pour faire un repas famille. D'accord. Donc c'est moi je l'ai jamais vu en France. C'est vraiment une soupe de maison quoi. Une soupe oui, voilà, c'est une soupe mais l'avantage c'est que tu vas pouvoir la cuisiner chez toi. Oui, c'est vrai qu'il y a la recette. Ouh là là, j'ai pas d'excuses là. Mais il y a du riz fermenté. Est-ce que c'est facile à faire le riz fermenté Pourquoi c'est du riz fermenté qu'on utilise en fait dans certains plats? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est cette riz fermenté, comme je dis, qu'elle donne un goût très particulier. Au nord, on utilise beaucoup avec des escargots rivière, par exemple. Et au sud, ils ont utilisé avec les coquillages de rivière. Et ça accompagne très bien de tout ce qui était un peu des poissons, des coquillages. Ça éliminait le goût un peu des poissons. Et ça relève plus de goût iodé. D'accord, ok. Sans parler sur le côté maigre des poissons, et ça donne un goût un peu rare mais naturel, végétal, on pourrait dire. Exhausteur de goût naturel. Voilà. C'est le MSG organique. Oui, mais après pour réaliser, c'est pas facile selon André. C'est pas compliqué. Non, ça allait. Non, ça va. Ça allait, mais il faut le manger vite. D'accord. Oui. Parce que après, ça se transforme en quelque chose de moins bon. D'accord. Donc, tu nous offres plusieurs recettes dans le livre d'André, Chef Lynn. Quelle est la différence entre préparer des plats vietnamiens et des plats français? Parce que toi, tu cuisines les deux. Oui. Et toi aussi, André, tu peux nous faire part de cette expérience parce que aujourd'hui, tu prépares beaucoup de plats vietnamiens qu'on peut retrouver d'ailleurs sur ton Instagram de Belly of Saigon. Chef Lynn, est-ce que tu peux nous partager ton expérience de cuisine? C'est quoi la différence entre les repas vietnamiens avec dans la préparation d'un repas vietnamien avec un repas français? C'est sur les ingrédients, on est différents, les assaisonnements, on est différents. Et puis les cuisines vietnamiennes, on cuisine beaucoup avec les produits frais, les taillages sont beaucoup des juliennes découpées en petits morceaux, beaucoup de plats saumure mijotés avec le goût assez puissant et adoucis par les légumes fermentés ou cuits juste à l'eau, et puis tu as une sorte de normam qui était corsé le goût du sel, du poisson, les trempés des légumes qui cuits dans l'eau simplement. Au Vietnam, ils n'utilisent pas le sel en fait, ils utilisent
le gnoc Très mam. peu, très peu. Ce qui scelle un plat, c'est vraiment le gnoc mam. Les gnoc mam, Ouais. oui, voilà. Et puis avec le goût des produits naturels. Ouais. Et comme je dis que la cuisine vietnamienne, c'est souvent que les gens qui achètent les produits le matin pour faire la cuisine le midi, l'après-midi, pour le soir. Donc c'est une cuisine très frais. Et puis après, la cuisine française aussi, c'est une cuisine plus gourmande, Ouais. avec du beurre, la crème, et puis Ça caractérise vachement la cuisine française, le beurre, la crème, enfin c'est vraiment des éléments qu'on retrouve souvent, non? oui, voilà. Et puis après, la cuisson pour la cuisine française, c'est super important, parce qu'ici, on mange la viande saignant, rosée, un point, mais au Vietnam, on met tous bien cuit. Ouais, c'est Voilà. ça, ils connaissent pas la cuisine crue en fait. Voilà. Ouais. Et puis aussi pour les Vietnamiens, ce qu'à manger une cuisine qui n'était pas assez cuite, c'est dangereux pour la santé. Ouais, c'est ça. Parce qu'en mode de vie, de hygiène, et puis comme ils vendent tous les produits en dehors, dans la rue, du coup les gens qui font cuire beaucoup plus la viande ou poisson pour protéger leur santé. Parce que la chaleur, l'humidité doit pas être bon Voilà. pour la Ouais, conservation. Ouais. Et toi alors, André, toi tu cuisines maintenant, on peut le retrouver dans ton compte Instagram, pas mal de plats vietnamiens que j'ai déjà mangé et d'autres que je n'ai jamais mangé. Qu'est-ce que tu aimes dans la préparation de la cuisine vietnamienne? Bah alors, je cuisine beaucoup aussi pour goûter à des choses que j'ai pas encore goûtées, parce que malheureusement j'ai pas tout pu goûter. Donc parfois on me parle d'un plat, je suis là, ah comment je fais? Il y a pas de restaurant vietnamien qui fait ça chez moi. Bon, je vais essayer de le faire. C'est sans doute moins bon, mais au moins ça me permet d'avoir un aperçu de à quoi ça ressemble. Et puis c'est un vrai plaisir de cuisiner. C'est à mon sens un peu plus compliqué que d'autres cuisines. D'accord. Parce que ça demande beaucoup d'ingrédients, souvent, pas mal de préparation, et beaucoup d'ingrédients frais, donc c'est moins spontané. Toutes ces herbes fraîches qu'on va retrouver qui accompagnent chacun des plats, à un moment il faut les acheter et tout, mais donc c'est moins spontané, mais j'aime beaucoup cuisiner ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes dans la préparation C'est dur à dire, j'aime la finalité. Quand je cuisine, je goûte jamais parce que j'aime me faire cette surprise oui, c'est sans doute pas très pro, mais j'aime me faire cette surprise de la finalité, comme si je trouve ça assez magique la cuisine, de pouvoir se surprendre soi-même. Ouais. On suit une recette, je regarde 10 vidéos d'un même plat, donc à la fin j'ai plus ou moins compris comment il faut faire, et puis à la fin je goûte, ah oui c'est ça le goût. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans ces placards pour la base de la cuisine vietnamienne, pour ceux qui ne connaissent pas la cuisine vietnamienne? Une bouteille de Nuoc Mam, ça suffit. Ça c'est c'est Nuoc Mam sur une tartine. Non mais t'as le Nuoc Mam. Oui, une bouteille de Mam, un paquet de riz et... Farine de tapioca, peut-être? Oui, la farine de tapioca. Pas spécialement. C'est plutôt le riz, du Nuoc Mam et du poisson, et puis les herbes surtout, parce que c'est une cuisine qui est très herbane. On se trouve dans tous les plats vietnamiens, il y a beaucoup de crudité. Et des crudités, la fraîcheur, et avec les herbes, des arômes des herbes, qui, des fois, tu dis qu'une cuisine vietnamienne, on te donne juste une assiette et plein de trucs crus. Tu dis, ok. Et après, finalement, quand tu le manges, tu dis, ah ouais, quand même, c'est vraiment bien harmonie, c'est bien fraîche, et puis t'as pas senti lourd à la fin des repas, et c'est quand même bien pour les gens qui mangent beaucoup, mais finalement qui consomment pas beaucoup les calories. Non mais moi, c'est la cuisine vietnamienne, je crois que c'est ma cuisine préférée au monde, pour avoir vécu dans différents pays. C'est vrai que le goût vietnamien, il y a vraiment une palette où tu as de la fraîcheur, tu as de l'acidité, tu as du salé, tu as du sucré, il y a vraiment de tout. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est manger des trucs cool. Tu sais, quand on met dans des feuilles de salade et plein d'herbes différentes, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du porc, du poisson ou du bœuf, avec des sauces différentes. Ça peut être de la sauce mam, qui est du poisson fermenté, ou du Nuoc Mam, ou plein d'autres choses. Et vraiment, je sens cette fraîcheur, et je sais pas, c'est ma cuisine préférée. Moi, mon goût, mon comfort food, c'est quand je rentre chez moi et que ma mère me fait la cuisine vietnamienne. Toi, André, qu'est-ce qui t'a le plat qui t'a le plus surpris
Vietnam? Le plus surpris, peut-être, on en parlait tout à l'heure, Hot Vitlon, Oui. comment on dit? C'est des œufs. C'est des œufs de canard couvés. Voilà. Oui. Ouais. C'est-à-dire que je me souviens très bien, je me baladais comme ça après une averse un soir et je vois une petite vendeuse d'œufs à la coque et je me dis goûtons, c'est des versions vietnamiennes. Et j'ouvre mon œuf, je dis oh, un fœtus d'œuf. De canard. Un fœtus de canard, mais en fait c'était très bon. Vraiment étonnamment, enfin pas étonnamment, Et mais tu les as le goût mangés est vraiment entre le jaune d'œuf et le poulet en Tu fait. l'as mangé? Bah oui, Ah bon? c'était Ouais. pas fait pour. Si, mais après, c'est pour les Français, ça suffit juste de voir Ah ouais? Ouais. un Bon, je sais focus pas. de suis canard ouvert. dedans, ils mangent pas. Ouais. Non, c'est bon, et avec cette petite sauce, toujours le poivre, un Oui, kumquat vert, les ou, avec Le, les le herbes, poivre, ouais, le ouais, sel poivre. et le citron avec le rauram. Ah oui, rauram, j'adore ça. Le rauram, c'est très parfumé. Ah non, c'est super bon. Et, hein. et le sel, poivre et citron, c'est Mm. vraiment très identifié cuisine vietnamienne. Ah bah oui, Parce que moi, quand j'habitais à Bangkok et que j'allais manger des fruits de mer, et Ouais. eux là-bas, ils mangent en fait du piment avec du citron. Et moi, je leur demandais en fait, je leur demandais du poivre, du sel et du citron. Et ils me disaient Vietnam. Et parce qu'ils savaient que les Vietnamiens aimaient bien manger comme ça leurs fruits de mer. Toi, chef Lim, Oui. quel est le plat qui te provoque une émotion, peut-être des plats de ton enfance que tu aimes bien? Le plat, mon enfant, moi j'aime bien, c'est des légumes, c'est une sorte de, comme les feuilles de moutarde fermentées. Et on mange avec du porc à caramel et puis avec des liaisons d'eau, c'est juste Liaisons cuit d'eau, dans ouais. l'eau et trempé dans le sauce de nogmam avec quelques tranches de piment bien rouge, bien Rau piquant. Voilà. Ouais. Et du coup, ça c'est vraiment de mes souvenirs enfants et moi j'ai toujours aimé ça. Ouais. Et c'est pas forcément quand on mange séparément, peut-être parce qu'il n'y a pas le goût, Ouais. mais quand on mange tout ensemble, ensemble, c'est ouais. vraiment quelque chose qui est acide, en même temps croquant pour les légumes, Ouais. et puis avec des liaisons d'eau qui cuisent juste dans l'eau, ça ramène les fraîcheurs. Ouais. On finit avec un bol de riz, voilà, Ouais. il ne faut pas oublier. Ouais. Et c'était vraiment des souvenirs qui me provoquent beaucoup d'émotions. Et chaque fois, c'est des repas, je fais souvent, chaque fois quand je retourne au Vietnam d'ailleurs. Ça donne envie. Ouais, ça donne envie. André, toi, est-ce que tu as un plat que tu recommandes pour les novices et un plat que tu recommandes pour ceux qui sont plus affirmés sur la cuisine Bon, les novices, je vietnamienne? dirais, il y a une recette qu'a écrit Lynn, la Bo Lalot, qui est voilà, vraiment très oui, bon parce que super bon. c'est super accessible. Ouais. Tout le monde va aimer. C'est des feuilles de lalot dans lesquelles on met du bœuf et assaisonné et qu'on fait griller au barbecue et ensuite on peut le manger avec peut-être une sauce mam nem. Oui, voilà, avec un sauce nomam ou même au pied, on peut mélanger juste avec la sauce soja si on ne trouve pas des nomam. La sauce soja, c'est quand même très courant. Et du sel, du poivre, enfin un peu du sel, un peu de sucre et puis des jus de citron pour les finir et des tranches de piment si les gens qui aiment bien le pimenter. Et puis on peut manger tout simplement. C'est simple et succulent. Ouais, c'est vrai. Et un plat pour les plus affirmés je sais pas. Là, on en parlait tout à l'heure aussi. Chaka Lavon. Ah, Chaka Lavon. Ouais, je oui. trouve ça bon. Et il y a cette sauce, c'est aussi mam nem. C'est des mam tom. Ah, mam tom, qui est assez particulière. Donc j'imagine si on commence pas avec ça, mais ensuite c'est bon quoi. Une fois qu'on a pris le goût de la cuisine vietnamienne, c'est le genre de choses qu'on aime. Alors le mam tom, c'est très odorant. Oui. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu, chef Lynn, du mam tom et du chaka lavon? Chaka Lavon, en fait, c'est un plat qui vient du Nord. Hanoï, qui vient typiquement du Hanoï. C'est avec avec un poisson de rivière. La texture, c'est comme la lotte. Et la poisson qui était très ferme, qui est marinée dans le curcuma pendant 2 ou 3 heures. Et après, dans une petite poêle, très petit, on met un peu d'huile dedans. On le cuit au moment. On sert le gens dans une petite poêle avec de l'huile très chaude. Et puis le poisson qui est rillé, qui est cuit au moment, par-dessus, on met beaucoup de cébettes avec les anettes par-dessus. Et à côté, on sert avec une assiette avec plein de herbes aromatisées. Et une petite bol avec des cacahuètes bien grillées et puis avec une petite bol avec du piment également. Et la sauce principale, c'est la sauce mam tom. C'est des crevettes qu'ils ont marinées avec du sel et qui donne un goût qui était très puissant, mais très umami.
Du coup, quand on le mange, et servi aussi avec des vermicelles de riz. Et quand on le mange, il faut vraiment absolument mélanger tous ensemble. Et avec un point de la sauce pour relever à la fin, c'était vraiment super bon. D'accord. Oui. Et Lynn, toi tu travailles, donc je l'ai dit en introduction, en ce moment à la réserve avec chef Jérôme. Martel, oui. Est-ce que dans la cuisine que vous servez, est-ce que parfois tu mets un peu des ingrédients vietnamiens ou des saveurs vietnamiennes? Les ingrédients, je l'ai mis pas mal, parce que c'est quand même les ingrédients très intéressants. Et les saveurs, oui, mais quand même, on reste sur quelque chose que c'est appuyé sur la cuisine française. Oui. Mais infuser le goût asiatique. Mais après, je ne travaille pas spécialement que dans la cuisine vietnamienne. Parce qu'on a quand même beaucoup de produits qui viennent en France. Donc ça m'intéresse de travailler avec beaucoup de produits japonais aussi. Et le goût vietnamien, par exemple, les tapioca, on travaille beaucoup dans la cuisine. Et ça donne une texture, ça donne la liaison. Et puis après, par exemple, on travaille beaucoup avec comme je dis avec André tout à l'heure, le cochon avec la peau soufflée. C'est des typiques vietnamiens. Et puis on a mis ça à la carte. Et puis ça plaît beaucoup les gens ici. Ça se prononce parfois. Est-ce que tu trouves qu'il y a une bonne représentation de la cuisine asiatique en France? Oui. Mais après... Et la cuisine vietnamienne? La cuisine vietnamienne, c'est une belle image, mais on a un peu... il faut mettre encore plus en valeur sur la cuisine vietnamienne. Mais comme je dis, un peu des efforts pour les restaurateurs de mettre hors de la table pour la cuisine vietnamienne, pour que ce soit mettre un peu plus en valeur. Et puis la cuisine, il ne faut pas trop mélanger selon pour adapter par rapport avec le goût français. Parce que si les Français qui viennent dans un restaurant vietnamien, ou dans les autres restaurants étrangers, c'est pas forcément pour qu'on s'adapte selon avec eux. Parce que des fois, ils viennent pour chercher les versions originales en fait. Et ici, je trouve qu'on modifie un peu, peu trop. Ouais, on adapte beaucoup au palais français, alors qu'on pourrait mettre en lumière et vraiment sublimer la cuisine vietnamienne dans son authenticité. Voilà. Oui, par exemple, pour la cuisine vietnamienne, je trouve toujours la même chose dans tous les restaurants vietnamiens à Paris, du bo bun, du nem, du bánh cuốn, du phở, voilà. Et par contre, au Vietnam, tu as 10 000 soupes avec du pâte de riz différentes, comme je dis, des bún bò Huế, des bún bò Huế, ou comme je dis avec André, par exemple, ici, on a beaucoup de coquillages pour mettre aussi la soupe avec des coquillages, les Vietnamiens qui le mangent beaucoup. Et puis, il faut oublier un peu la cuisine vietnamienne depuis 40 ans en fait. Il faut modifier, il faut donner un coup neuf sur la cuisine vietnamienne. Et c'est mon point de vue. Mais après, certains font comme ils ont envie. Qu'est-ce qui t'inspire le plus au Vietnam, André, et que tu aimerais partager aux personnes qui vivent en France? Le dynamisme des gens. Je trouvais que les gens étaient super ouverts. Et j'ai l'impression que les discussions étaient simples et les gens étaient vachement bienveillants. Il y avait une vraie envie de faire partager leur pays, leur culture. J'étais assez étonné. Je ne m'attendais pas à ce que les gens spontanément me proposent de partager autant que ça la culture. Et ça, je trouvais ça super. Et je pense que si on prend le temps d'aller au Vietnam et de sortir un peu des chemins battus, il y a vraiment plein de choses belles à découvrir. Et c'est plus que ce qu'on voit en France en tout cas. Je pense effectivement il y a des restaurants qui proposent une certaine partie du Vietnam et c'est super. Mais il y a beaucoup plus à voir et c'est beaucoup plus riche que peut-être qu'on peut imaginer en France. Comment étaient tes relations du coup avec les locaux là-bas, avec les Vietnamiens, les Vietnamiennes? On découvre aussi que tu t'es fait des amis en fait dans ton livre. Oui, je m'y attendais pas en fait. Mais je pense que tu as déjà passé le pas en t'ouvrant toi, en ayant appris la langue vietnamienne avant d'arriver au Vietnam, ce qui est déjà une ouverture de ta part qui fait que... En fait, c'est un peu grâce à ça parce que quand je suis arrivé à Ho Chi Minh, je me suis vite aperçu que qu'il m'en fallait un peu plus quoi. Puis il y avait
choses que je comprenais pas, les pronoms Anne, M et tout. J'étais là, oh là, mais je croyais que je suis Anne et en fait tout le monde me dit. Donc j'ai vite demandé à l'Institut français, j'ai pas Facebook, de passer une petite annonce sur Facebook pour voir si quelqu'un était intéressé pour me donner des cours. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu, je les ai toutes vues. Et en fait, c'était des personnes qui généralement apprenaient elles-mêmes le français, donc je pense qu'elles étaient intéressées par une forme d'échange de base. Et ce qui fait que je les ai toutes revues et c'était super sympa. Et donc généralement on se voyait un peu pour apprendre le vietnamien et le français, mais en réalité... Surtout pour manger. Je demandais rien, mais en réalité tout le monde me disait « Allez viens demain, je vais te montrer ça, viens on va dans le district 4, on va faire ça. » J'étais super preneur. En plus, quand je suis en résidence comme ça, je suis totalement disponible. Et donc c'était génial, ça s'est fait très naturellement en fait. J'avais pas du tout imaginé que ça se ferait si simplement. En plus je suis plutôt timide et en plus quand on est dans une situation où on parle mal la langue et on est forcément plus timide et on va moins vers les gens. Mais je pense que ça fait partie de l'hospitalité vietnamienne et asiatique dans sa globalité. C'est quand tu rencontres quelqu'un, tu as envie de leur faire manger en fait la nourriture, de les faire découvrir. Enfin, moi j'ai vécu en Asie et c'était la première approche en fait. C'est viens, est-ce que tu as déjà mangé ça? Est-ce que tu veux goûter ci? Donc, générosité. Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'inspire le plus, chef Linh, de la France et que tu aimerais partager aux personnes qui vivent au Vietnam? C'est une bonne question. C'est envie d'apprendre toujours et envie de faire des choses jusqu'au bout. Mais ça, je trouve que les Français, ils ont ce côté-là, c'est vraiment à partager avec les Vietnamiens. Quand on fait quelque chose, on le fait bien, mais on fait jusqu'au bout. Voilà. Alors, est-ce que tu as des influences artistiques, André? Ton livre est vraiment... les images, les illustrations sont vraiment très belles. Il y a vraiment une scénographie et vraiment ce truc de couleurs que tu explores. Les influences, par exemple, pour les couleurs, viennent directement de la ville, en fait. Ouais. Quand je suis arrivé en ville, j'étais très étonné et très embêté parce que c'est une ville, au moment où j'y étais, qui n'avait pas de lumière parce que le ciel était voilé en permanence, le ciel était gris. Et en dessin, ce qui est agréable, les bâtiments sont sculptés par la lumière, on a envie de les reproduire. Et là, j'avais une espèce de ville assez plate à dessiner, en tout cas, et j'étais vraiment embêté. J'étais là, mais comment je vais faire et tout. Et d'avoir fait des croquis comme ça, je me suis aperçu qu'il y avait des couleurs récurrentes, des roses pâles, des verts pâles qui peignent les murs des maisons. Et c'est à partir de toutes ces images-là que j'ai constitué en fait une palette de couleurs. Et quand je suis revenu en France, c'est à partir de cette palette qui était directement inspirée des murs des maisons, des tabourets, des tables que j'ai dessiné tout le livre. En fait, par exemple, il n'y a qu'un vert, un bleu, un jaune pour tout le livre, ce qui donne une unité au livre et qui s'inspire vraiment directement de la ville elle-même en fait. D'accord. Toi, chef Linh, est-ce que tu as des influences dans la cuisine pour ta créativité? Est-ce que... écoutez, influence, moi je pourrais dire que c'est... comment je pourrais dire ça? Oh là là. C'est juste, tout simplement, c'est la vie quotidienne en fait. C'est ce que je vois tous les jours, que je goûte tout le temps, de chercher toujours des produits ou des chefs par les chefs, etc. Et puis voilà, c'est une envie juste que dès que je vois un truc, je goûte et par curiosité aussi, que c'est quelque chose que j'ai toujours essaye de trouver des idées parce que j'ai tout le temps avoir envie de chercher, d'aller dans une boutique qui était très loin, je ne sais pas où, avec des produits que je ne connais pas. Je ne peux pas dire que je reste sur place, de garder les photos pour trouver les idées. Non, je suis loin de là, il faut juste... faire comme on aurait aller sur place, goûter, vivre ce que les gens qui vivent. Et là, c'est le meilleur inspiration. La meilleure inspiration qu'on peut le trouver. Alors, banh mi, c'est le nom du podcast. Est-ce que vous mangez des banh mi? André, tu as mangé un banh mi particulier. À chaque fois que j'écoutais le podcast, je disais je vais te décevoir avec ma réponse, mais pas beaucoup. T'as pas beaucoup mangé de banh mi? J'en ai mangé, c'est pas ce qui m'a le plus. Vraiment, de loin, c'est pas ce qui m'a le plus plu. T'as mangé un banh mi chaka? Oui, banh mi chaka. Qu'est-ce que c'est un banh mi chaka? C'est une pâte de poisson frite. Ouais, alors ça, il n'y a pas en France. Non, pas encore, peut-être. Et je me souviens que le premier banh mi que j'ai mangé, c'était banh mi hopla.
Banh mi au plat, au plat. Et c'est un banh mi avec un œuf au plat, voilà. et du coup on l'appelle au plat. C'est vrai que j'étais assez étonné. En fait, c'est vrai qu'en France, on a cette image assez figée du banh mi qui serait toujours le même. En fait, c'est un nom générique pour dire sandwich, en gros. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, il y en a des tas de sortes, et je pense que j'ai pas forcément mangé les meilleurs. Ouais. D'accord. Mais je suis prêt à découvrir. Toi, tu manges des banh mi, chef Lynn ? Ah oui, je mange souvent, mais même cet après-midi, j'ai pris un. D'accord, pour être dans le thème végétarien de notre enregistrement. Voilà. Ouais. Et moi, on a un restaurant qui vend encore du banh mi dans le 13e. On était souvent, c'est les banh mi 88. Ah oui, j'aime beaucoup banh mi 88. Oui, donc du coup, c'est notre cantine l'après-midi ou même le week-end, que si on fait les pique-niques. Voilà, on passe devant, on prend un banh mi avec un tchada et puis voilà, c'est fait. D'ailleurs, petit clin d'œil à François Fan qui avait écrit l'article sur le fooding des meilleurs banh mi tradis de Paris, et c'est comme ça que j'avais découvert banh mi 88 que je ne connaissais pas du tout. D'accord. Ouais. Ah, okay. Et c'est d'ailleurs le même François qui m'a parlé de toi, André. Alors, une question un peu philosophique. Alors, banh mi, c'est une baguette française avec des ingrédients vietnamiens à l'intérieur. Ouais. Quel ingrédient sublimerait votre baguette française? Et baguette française, vous pouvez remplacer ce mot par société, avenir, ce que vous voulez. André, je te laisse. Je dirais un peu de créativité. C'est notre travail à tous les deux, et c'est ce qui me plaît dans la vie. La créativité et la surprise. Donc, créativité et surprise pour sublimer ta baguette française. Voilà, on peut dire ça. Et toi, Lynn? Moi, c'est plutôt... Oula, c'est une bonne question, ça. C'est plutôt... la fidélité. Moi, j'aime beaucoup, c'est la fidélité. L'esprit ouvert et puis après c'est l'esprit ouvert et le plaisir de partager. D'accord. Voilà. Donc dans ce banh mi, il y a bon ce banh mi. Il y a de la fidélité, de l'ouverture et le plaisir de partager avec les ingrédients d'André qui sont la créativité et la surprise. Voilà. C'est un très bon banh mi. Est-ce que vous voudriez finir avec une musique pour cet épisode? Oui, moi j'ai une musique que j'aime beaucoup. C'est une chanteuse vietnamienne. Elle a sorti un album, ça s'appelle Hoang, et c'est H-O-N-A-G. Qui veut dire? Qui veut dire, c'est juste son nom de famille en fait. D'accord. C'est juste son nom de famille, c'est Hoang. Et puis elle fait des chansons sur les anciennes musiques vietnamiennes, mais modernisées, mais je trouve que c'est très intéressant. D'accord. Voilà. Comment elle s'appelle? Hoang, c'est H-O-A-N-G. Thuy-Linh. Puis c'est T-H-U-Y. Puis loin, Lynn, comme moi, L-I-N-H. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef Lynn. Merci beaucoup, André, merci à toi, d'être venu jusqu'à moi. André, tu es venu depuis Strasbourg jusqu'à Paris. On te souhaite beaucoup de succès. On vous souhaite tous les deux beaucoup de succès avec ce livre qui est magnifique. Et merci à chef Lynn surtout d'avoir participé. D'avoir participé. Plein de recettes à la fin que je vous conseille d'essayer. Ouais, d'avoir participé à ce livre. Et vraiment, moi, ça m'a donné... j'ai voyagé à travers ton livre et tes balades. J'ai été très émue et très touchée par la justesse et le détail que tu pouvais faire de la ville d'Ho Chi Minh, des plats. Vraiment, j'avais parfois les odeurs qui montaient au nez, et puis les papilles qui s'éveillaient. C'est un magnifique livre, et je suis très contente, très fière de pouvoir le présenter sur Banh Mi Podcast et de vous avoir reçu. Donc merci beaucoup pour ça. Beaucoup. Merci. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, et peut-être qu'on se reverra autour d'un chakal avant avec plaisir. ou de Canchuo, ou peut-être au Vietnam. Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Banh Mi Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram ou Facebook, banmi.podcast, ou sur ma page perso, Linda Nguyen.
Merci aux 237 contributeurs du crowdfunding qui ont permis de lancer la saison 2. Merci à vous qui écoutez Banni Podcast, qui le partagez à ceux que vous aimez, et pour vos bonnes ondes, et à bientôt pour les prochains épisodes. Pour ne louper aucun épisode, abonnez-vous à Banni Podcast sur YouTube, Spotify, Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée.